merci à vous pour l'organisation de cette journée. Et merci aussi à Francis d'avoir pensé à cette minute que nous avons partagée voilà, pour rendre hommage et encourager nos compatriotes qui sont en Ukraine et qui souffrent. Alors, je vais vous parler d'Edgar Morin. Alors, j'ai choisi Edgar Morin, j'aurais pu en choisir un autre, mais c'est très compliqué d'ailleurs de faire un choix. J'ai beaucoup réfléchi avant de prendre ma décision, mais bon, il fallait quand même que je propose un titre. Donc, parmi les figures marquantes en fait, qui ont jalonné mon parcours, à la fois professionnel, mais aussi personnel, Edgar Morin en fait, occupe une place singulière. Alors, il a une longue et une belle carrière, puisqu'il a aujourd'hui 100 ans. Il a écrit de nombreux ouvrages. Alors, j'en ai répertorié à peu près 115, mais alors, je ne les ai pas tous lus, hein. Loin de là, loin de là. Alors, je ne vais pas du tout vous proposer ici une synthèse de son œuvre, mais plutôt vous expliquer, alors de manière très, à la fois, j'allais dire, très instrumentalisatrice, la manière finalement dont j'ai mobilisé la notion de complexité et notamment comment celle-ci m'a ouvert des voies en fait, de compréhension et d'analyse qui m'ont ensuite permis je pense, de mieux structurer ma réflexion, mes recherches et aussi mes actions de formation. Donc, je fais un ensemble là-dessus. Alors, est-ce que j'arrive à… je vais devoir, je pense, activer le diaporama. Alors, ouais, et je dois passer, voilà. Alors, je vous propose donc de commencer par cette notion de complexité et je mets en lien volontairement, parce que c'est quelque chose, je vais commencer d'ailleurs par un témoignage ou une anecdote, en parlant justement de la question de la difficulté et du lien aussi, ou de la tension en tout cas, avec la complexité. La première fois en fait où j'ai croisé les écrits d'Edgar Morin, c'était à l'occasion de la sortie de son livre Introduction à la pensée complexe, c'était en 1990. Et j'ai lu ce livre alors qu'en fait je débutais ma carrière professionnelle dans un lycée et j'étais à ce moment-là conseillère principale d'éducation. C'était un gros lycée, une cité scolaire d'environ 2000 élèves et il y avait beaucoup de difficultés, des difficultés relationnelles entre les collègues, avec les élèves, etc. Une grosse cité scolaire, beaucoup d'incidents, d'incivilités, comme disaient d'ailleurs les collègues de là-bas. Et beaucoup, en fait, évoquaient quotidiennement leurs difficultés, et donc non pas de complexité, mais de difficultés. Et je les partageais d'ailleurs en partie, hein, ces difficultés, lors de nos discussions informelles en salle des profs ou bien lors des pauses méridiennes lorsqu'on déjeunait. Ce qui était tout à fait frappant, c'est l'impression de submersion qui régnait, en fait, où toutes les difficultés cumulées, chacun racontait, eh bien, elles devenaient, en réalité, elles devenaient cumulatives. Au lieu de j'allais dire, de trouver des voies de résolution, elles s'additionnaient et elles devenaient véritablement pesantes. Et en fait, elles s'additionnaient dans un partage qui était journellement presque rejoué, et elles prenaient de fait une importance plus croissante, et même elles généraient une inquiétude collective et qui était particulièrement contagieuse. Alors là, dans ce contexte que je vous décris rapidement, la faute, en fait, en revenait aux élèves qui étaient considérés de toute façon comme indisciplinés. Et la responsabilité en revenait aussi, incombait aussi à la direction de l'établissement qui n'était pas en capacité de répondre aux difficultés rencontrées et au personnel d'éducation dont je faisais partie qui n'était pas assez sévère et qui ne punissait donc pas assez. Ça, c'est le contexte général. Et en fait, cette situation, donc face aux difficultés, j'allais dire protéiformes et en constante augmentation, créait un climat de tension perceptible hein, dans l'établissement. Et ça débouchait en fait sur des oppositions parfois très frontales, très fortes, avec la recherche de responsables qui de toute façon allaient devoir s'expliquer. Cela produisait aussi de la part de chez certains collègues des formes de paralysie professionnelle ou du moins des autolimitations, avec l'idée plus ou moins partagée, mais ça gagnait du terrain, que toute action pour tenter d'enrayer ce processus dégradatif était totalement vaine. On ne pouvait pas y arriver, c'était une impasse. Et en fait, la difficulté, la notion de difficulté s'insinuait donc dans la vie quotidienne, elle enflait et elle générait du doute, des incompréhensions et des tensions. Elle était aussi entretenue par quelques collègues qui,
s'appuyant sur un collectif qu'ils espéraient voir grandir et même devenir majoritaire, s'interdisaient une possible amélioration, ou du moins une amélioration dans laquelle leur contribution était requise. La recherche d'amélioration, c'était forcément le travail des autres. Donc, vous voyez, il y a aussi des éléments à travers cette notion de difficulté que l'on retrouve sur le partage du travail éducatif, sur la question de la responsabilité, et puis sur finalement le délestage du sale boulot, du travail que l'on ne veut pas assumer. Face donc à un mécontentement qui ne faisait finalement que s'intensifier un peu plus chaque jour, aucune solution ne semblait possible, aucune issue ne semblait possible, sauf à répondre par des mesures fortes et exemplaires, pour finalement montrer qu'il y avait des signes de maîtrise de la situation et qu'on pouvait revenir à un apaisement. Alors, cette notion de difficulté m'a rapprochée finalement d'Edgar Morin, puisque j'étais en train de lire à ce moment-là son ouvrage, et je me suis dit, mais en fait, il n'utilise pas tellement la notion de difficulté, mais la notion de complexité. Alors finalement, en rapprochant les deux, c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit que la difficulté, et avec ce que je viens finalement d'illustrer, témoigne d'une approche, j'allais dire, négative ou en tout cas anxiogène de situations qui sont problématiques. C'est d'abord et avant tout un problème à résoudre, et cette difficulté peut être perçue, alors, soit comme un problème à résoudre auquel on n'a pas forcément de réponse, dans lequel on peut s'enliser, ou alors ça peut être aussi perçu comme une contrainte que l'on doit supporter ou à laquelle il faut s'accommoder. La difficulté, elle peut être ponctuelle, elle peut être durable. En opposition, ou plutôt un peu en tension, hein, ou en ouverture, la complexité, parce que les deux sont souvent confondus, parfois on dit c'est difficile, ou on dit non, c'est complexe. La complexité, elle, propose une approche qui est constructive des situations problématiques. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée dans les travaux aussi ultérieurs d'Edgar Morin, c'est que ça n'est pas une contrainte, ça peut l'être, mais ça n'est pas une contrainte à supporter, mais une contrainte à dépasser. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressée. C'est cette, j'allais dire, proactivité et le fait d'aller de l'avant. Elle est ponctuelle, mais la complexité renvoie plutôt à du temps long, mais ce temps long va favoriser la recherche et la construction de solutions. Donc ça, c'est tout à fait intéressant aussi. Alors, en même temps, on le voit bien dans les travaux d'Edgar Morin, et je m'y suis aussi confrontée, c'est que essayer de prôner une approche constructive des situations problématiques, c'est, j'allais dire, ça peut rester une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr, c'est un processus qui permet d'améliorer la situation, de réfléchir ensemble, etc. Mais en même temps, ça renvoie à un certain état d'esprit. Et un certain état d'esprit qui se veut, je dirais, en tout cas, qui est basé sur l'implication des acteurs et qui ne peut admettre, en tout cas, que des personnes restent à l'écart et ne s'intéressent pas, en tout cas, aux problèmes qui sont collectivement posés. Alors, la complexité requiert aussi une méthode pour travailler, pour essayer justement d'approcher cette complexité. Donc, une méthode que l'on va co-construire avec des outils, avec aussi de la rigueur, avec un cadre, hein, notamment un cadre éthique. L'avantage aussi, c'est qu'elle sollicite l'imagination et la créativité. L'imagination, parce que comme on est plusieurs, et ça rejoint un peu la notion d'intelligence qui avait été évoquée à l'instant, notamment cette intelligence collective qui finalement libère ou propulse finalement l'imagination, en fait, qui la rend possible, et notamment qui rend possible la créativité parce que le groupe devient un levier, devient un moteur pour créer de l'émulation, créer du dynamisme chez chacun des membres qui participent. Et en fait, cette complexité, elle mobilise aussi un collectif. Donc, à partir de là, on voit bien que dans les travaux d'Edgar Morin, et aussi, moi, finalement, j'ai suivi un peu cette même ligne, la complexité va prendre place dans une analyse qui est systémique, c'est-à-dire qui renvoie à la notion de système. Et notamment concernant le système scolaire, enfin l'école système sur lequel je travaille en particulier, ça nous renvoie à un écosystème, c'est-à-dire à un écosystème au sens de Grunfelder, où on a finalement, où l'écosystème va se modifier en fonction finalement des éléments qui peuvent venir le perturber. Il a besoin de sérénité pour pouvoir j'allais dire, vivre sereinement, mais en même temps, il se transforme à l'occasion d'éléments perturbateurs.
Et tout est lié. C'est-à-dire qu'en fait, et on le voit dans l'analyse systémique, on voit bien que une modification apportée ou un élément perturbateur qui intervient va avoir des effets plus ou moins importants sur l'ensemble du système. D'où l'intérêt d'aller vers une analyse systémique qui va permettre d'avoir à la fois une vue globale, mais en même temps d'avoir aussi une vue très en détail de ce qui s'y passe. Et on voit que, par exemple, quand on prend la définition de la complexité d'Edgar Morin, il nous dit que la complexité, c'est, je cherche ma définition, que j'utilise tout le temps, c'est un tissu de constituants hétérogènes inséparablement associés. Donc, on a la notion, j'allais dire, d'une étoffe, d'un tissu, avec des fibres, des fils différents, qui, de toute façon, doivent tenir ensemble. Parce que sinon, eh bien, il y a des éléments, j'allais dire, qui ne sont pas reliés. Et quand on prend l'étoffe, quand on la regarde, eh bien, elle n'est pas jolie à regarder. Ça n'est pas un ensemble cohérent. Donc, pour trouver cette cohérence, il faut que tous ces ingrédients eh bien, soient associés. Et pourtant, ils sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas spécifiquement ensemble. D'où le travail qui est à réaliser justement pour pouvoir, grâce à l'analyse systémique et à la notion de complexité, essayer de réfléchir autrement pour créer un collectif qui va essayer, qui va tenter en tout cas de rechercher de la cohérence, de fabriquer de la cohérence. Alors, c'est vrai que l'analyse systémique dans cette perspective eh bien, ouvre des voies possibles de compréhension, d'interaction et d'action. Compréhension parce qu'on a une autre approche à la fois plus outillée d'un point de vue du détail, mais aussi d'un point de vue plus large, c'est-à-dire une mise en lien, j'allais dire un peu ce qu'on appelle le macro, le méso, le micro, le macro, le méso et le micro, c'est-à-dire différentes strates, différentes possibilités d'interaction. Donc, une possibilité de compréhension très élargie, des interactions entre les personnes, et je me réfère pour cela, je mobilise beaucoup les théories interactionnistes, notamment de l'école de Chicago, qui s'intéressent à la question des interactions et au milieu dans lesquels ces interactions se développent. Et puis, à l'action, parce que l'idée, eh bien, c'est aussi de pouvoir proposer des actions cohérentes qui ont du sens. Et on retrouve à partir de là Edgar Morin dans la notion de construction du sens pour soi, mais du sens pour le collectif, pour pouvoir progresser ensemble. Et l'idée aussi étant de co-construire du sens, et là, j'irai un peu plus loin, et on retrouve ce qui a beaucoup été développé, je trouve, aujourd'hui, c'est la notion d'humanisme ou d'humanité. Et c'était très, très présent dans toutes les interventions depuis ce matin. Et c'est vrai que Edgar Morin, et moi, je m'y retrouve vraiment beaucoup dans son approche, c'est que la construction du sens, elle est aussi porteuse d'espoir, mais aussi du respect. Respect de l'individu et aussi respect du collectif, respect de l'intégrité qui est due à chacun. Et donc, pour terminer, je dirais plusieurs choses. D'abord que finalement, Edgar Morin était pour moi, elle est encore d'ailleurs une figure inspirante et aussi une bouffée d'oxygène. Vous voyez, ça n'a pas encore été évoqué depuis ce matin. On a parlé d'inspiration, de respiration. Et ben moi, j'ai introduit la bouffée d'oxygène, c'est-à-dire une façon finalement de se revivifier, qui permet d'aller de l'avant en prenant part à un collectif, mais dans une logique de don et de contre-don au sens de Marcel Mauss, qui permet justement cette réciprocité dans les échanges. Et on voit bien qu'à travers donc les lectures que j'ai pu faire d'Edgar Morin, alors je n'ai pas beaucoup cité ses ouvrages, j'ai parlé de l'introduction à la pensée complexe, mais on a aussi La tête bien faite, La Voix, et notamment un joli livre, La Voix, qui s'appelle La Voix pour l'avenir de l'humanité, et puis des ouvrages plus récents, et notamment aussi un qui traite de la crise du Covid. Toutes ces lectures, la réflexion qu'elles suscitent, par une mise finalement en lien ou en tension, elles invitent aussi à la réflexivité et en fait, elles aident à fabriquer ces bouffées d'oxygène dont je pense qu'on a extrêmement besoin pour se nourrir et aussi pour pouvoir soi-même progresser. Progresser pour soi et progresser aussi pour le collectif. Voilà.